à la fois passionnant, un peu dérangeant. Je vais même dire qu'il y a à la fois du Houellebecq et du Onfray aussi dans votre rapport au monde. Vous dites que l'Europe libérale est en quelque sorte responsable d'une forme de suicide de l'Occident, si je vous entends bien. C'est l'Occident lui-même qui a engagé sa propre défaite, une défaite morale et une défaite économique. Est-ce qu'elle est inéluctable, cette défaite ? Alors, au cœur du problème, je mets plutôt les États-Unis et le monde anglo-américain. C'est un affrontement. C'est un affrontement. Mais il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité européenne. Oui, j'ai cherché. En fait, je sais que je suis un peu décalé par rapport aux sensibilités actuelles. Je vois bien que mon attitude d'historien dépassionné peut choquer ou peiner certains, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était de regarder la guerre d'Ukraine, non pas simplement les yeux rivés sur les opérations militaires sur le terrain, mais en regardant la dynamique historique générale. Et ce qui m'a semblé percevoir, c'est une Russie tout à fait stable et effectivement en position défensive sur ses frontières, et un Occident qui est pris dans une trajectoire agressive un peu bizarre. Je pense que les gens n'ont pas vraiment compris le sens de l'effondrement de l'Union soviétique. Que vous aviez pronostiqué, et je le rappelle ici parce que vous êtes considéré comme le devin, celui ou plutôt le Cassandre, celui qui avait prévu la chute de l'Union soviétique bien avant que qui que ce soit ne la pronostique. C'était en 1976, ça s'appelait la chute finale. Votre indice, c'était notamment la chute de natalité et la mortalité infantile, qui sont toujours pour vous des indices extrêmement importants à prendre en compte. Actuellement, le taux de mortalité... Je sais qu'on dit des choses horribles sur la Russie de Poutine, mais le taux de mortalité infantile russe actuel est maintenant inférieur au taux de mortalité infantile américain. Mais ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est que l'Amérique elle-même était dans un processus de déclin éducatif, industriel, qui a démarré vers 1965. Et donc la Russie s'est effondrée, mais l'Occident était lui-même fort mal en point, s'affaiblissait en son centre, et tout le monde a cru que c'était une victoire du capitalisme. Et donc on a eu ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une expansion vers l'Est qui est allée provoquer la Russie dans son espace finalement, mais d'un monde occidental qui n'allait pas bien lui-même. Et on s'est trouvé... moi je n'ai pas du tout une vision machiavélique simple du comportement des États-Unis. Je montre dans le livre que d'une certaine manière, les États-Unis sont tombés dans un piège en Ukraine et se retrouvent affrontant une Russie avec piège tendu par la Russie. Non, piège tendu par eux-mêmes et par le nationalisme ukrainien, c'est-à-dire par une illusion de disparition de la capacité russe et par une inconscience de la destruction de l'appareil industriel occidental et spécifiquement américain. Les États-Unis et derrière eux l'OTAN, nous, vous estimez qu'on est rentré dans ce piège et qu'on est en train d'y perdre et de faire perdre l'Ukraine, à qui on avait promis on a imposé à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Mais actuellement, regardez les informations au jour le jour. Les États-Unis nous disent qu'ils vont essayer de faire produire des missiles patriotes antiaériens défensifs en Allemagne. Sans doute parce qu'ils ne sont plus capables de les produire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus la main-d'œuvre, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui permettent de faire ça. L'Allemagne qui d'ailleurs, et on va y revenir dans un instant parce que j'aimerais qu'on parle de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne. Si je comprends bien, l'Allemagne s'en sort moins mal que nous, l'Angleterre en revanche pire que nous dans ce déclin, dans cette étape de la défaite. Mais si je comprends bien, vous avez presque l'air de dire qu'au fond, on a fait l'erreur de faire croire à l'Ukraine qu'on allait les aider, mais ça veut dire qu'on aurait dû laisser tomber dès le départ, leur dire non mais attendez, on peut rien pour vous. On aurait dû. Alors le livre n'est pas du tout
dans le conseil ou dans le « il faut faire »,« il aurait fallu faire ». Le livre est un bouquin d'analyse historique qui cherche les causes. Si on me demande et si je redeviens citoyen, ce que je ne suis pas dans le livre, où je suis historien, je dirais bien sûr qu'on aurait dû négocier, bien sûr qu'on aurait dû intégrer la Russie à l'Occident. En fait, vous dites, il y a bien longtemps déjà, Oui. nous n'aurions jamais dû couper les liens avec la Russie. Nous aurions dû amarrer Europe et Russie pour en faire un grand Occident. Voilà, mais si vous voulez, le fait de dire il aurait fallu faire ceci, ça c'est de la politique au jour le jour. La Russie ne se serait pas enfermée dans une forme de conservatoire de l'Occident, d'une pureté de l'Occident. Elle avait fait des tas d'ouvertures au moment de la guerre d'Irak. Il y avait des conférences de presse communes de Chirac, Schröder et Poutine. C'est très proche. Mais dire il aurait fallu, ça n'a pas de sens parce que l'analyse. Moi, c'est aussi les citoyens que j'ai envie d'entendre quand même, Emmanuel Todd, parce que vous êtes quand même un homme engagé. Si vous voulez, je n'ai pas de vertu morale particulière. Ma compétence particulière est une compétence d'historien de la longue durée, formé par l'école des Annales et élève d'Emmanuel Ladurie. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, écoutez, regardez correctement les États-Unis, regardez cet effondrement industriel. Essayer de comprendre pourquoi la globalisation économique nous a mis dans une telle situation d'infériorité économique. Donc je peux produire dans un chapitre complet un dégonflement du produit intérieur brut américain. Qui n'est qu'une bulle. Qui n'est qu'une bulle, qui est une fiction, qui est aussi une critique de l'économie politique. Et je peux surtout aller chercher, je dirais, à la racine, la cause du déclin occidental. Le livre est on me traite tout le temps de choses comme poutinophile, vous voyez. Non, je voudrais une complaisance vis-à-vis de lui. Allez-y, répondez. Non, un historien ne tombe pas amoureux d'un politique. J'utilise beaucoup Max Weber et son idée de ce que le protestantisme et l'ascension du protestantisme, c'est la base de l'ascension de l'Occident. Donc on pourrait me traiter de Weberophile je suis un grand admirateur du sociologue Émile Durkheim. On pourrait me traiter de durkheimophile ou de marxophile à la rigueur, parce que j'ai une admiration pour le personnage de Karl Marx. Mais poutinophile, c'est absurde. Le diagnostic, la chose fondamentale du livre, en termes intellectuels, c'est de diagnostiquer, de dire, Weber avait correctement dit que l'ascension du protestantisme, c'était l'ascension de l'Occident. Et moi, je dis, j'analyse l'effondrement du protestantisme dans l'ensemble du monde anglo-américain. Et je dis, la chute de l'Occident, c'est l'effondrement du protestantisme. La chute du protestantisme. Et surtout américain. Et la chute de la religion. Vous parlez même, pour ce qui est de l'Occident, États-Unis et Europe, d'un état zéro de la religion. C'est-à-dire, vous considérez qu'en étant rentré dans une forme de nihilisme. C'est la percée intellectuelle du livre. En ayant tué l'idée même de religion, en ayant refusé la morale chrétienne. Vous parlez même de l'autorisation du mariage homosexuel comme d'un tournant. C'est pour vous la fin des règles de vie régies par une morale religieuse. Et ça a donc laissé une sorte de vide. C'est là que je parle d'une forme de suicide pour vous. Oui, mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas s'imaginer que j'ai une posture morale. C'est-à-dire, j'ai un rapport, moi je suis un historien de la longue durée, formé par l'école des Annales. Je ne crois pas du tout à l'importance des hommes politiques centraux dans l'histoire. Je vois des forces de très longue durée et qu'il faut observer, analyser, quantifier, sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, constater le passage... Mais c'est un peu crépusculaire quand même, votre livre. C'est un peu crépusculaire. Vous avez une attitude de fin du monde. Mais non, pas du tout. Dans le cas des États-Unis, par exemple, je note bien dans le livre l'association du protestantisme et du racisme le plus dur. Je note que l'Allemagne, qui était un pays à majorité protestante et dirigé par les protestants, avait produit le nazisme. Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racismes du monde, était associé au protestantisme américain avec son idée de damnation d'une partie de l'humanité. Et je dis très clairement que l'effondrement du protestantisme, c'est l'effondrement de l'industrie, c'est la baisse du niveau éducatif, mais c'est aussi la disparition de ce racisme très dur. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et au fond, je note bien
pour l'ensemble des pays avancés un état de faiblesse, je dirais, à s'organiser, à produire du collectif, que je situe aussi également en Russie. Je dis qu'en Russie, c'est atténué par des traditions familiales communautaires, comme en Allemagne, par des traditions familiales autoritaires d'un autre genre. Mais vous savez bien que Poutine dit de l'Occident que c'est désormais une société de dégénérés. Mais ça, c'est Poutine, c'est pas moi. Si vous voulez, vous pouvez... Dans le livre, au début, je dis clairement que je vois bien la mésentente, l'incapacité à se comprendre des Occidentaux et des Russes, une sorte de malentendu. C'est-à-dire qu'une vision fausse de la Russie, ou inexistante d'ailleurs de la Russie, par les Occidentaux, une démonisation de Poutine, mais je dis aussi que Poutine n'a pas les clés pour comprendre ce qui le gêne dans le monde occidental. Donc moi, je n'emploie pas des concepts moraux. Et encore une fois, pour moi, la disparition de la religion, c'est pas une chose que j'ai à applaudir ou déplorer, c'est un fait. Le passage de la religion d'un état actif, où les gens vont aux offices religieux, croient en Dieu, etc., à un état zombie dans lequel ils ne vont plus à la messe, ils ne croient plus en Dieu, mais où subsistent des comportements et des croyances et des attitudes collectives qui donnent, je veux dire, de la cohérence aux sociétés, puis à un état zéro où il n'y a plus rien qu'une angoisse qui produit ce concept central dans le livre, qui est le concept de nihilisme. Vous dites la religion n'est plus là, mais l'être humain a toujours besoin de chercher un sens, et donc il va le chercher ailleurs. Emmanuel Todd, vous parlez aussi de la pratique. Et c'est là que je parle de nihilisme. Le nihilisme est une valeur fondamentale, et j'en parle pour l'Europe. J'ai eu plus de mal à en parler pour les États-Unis, mais dans la mesure, si vous me remettez en position de citoyen, puisque vous vouliez le faire, oui. Je veux dire, ma préoccupation fondamentale n'est pas du tout une invasion de l'Europe par l'armée russe. La Russie est démographiquement trop faible, c'est pas du tout les objectifs des Russes. Ce à quoi j'avertis, c'est à l'existence d'une puissante pulsion nihiliste aux États-Unis, une recherche de guerre, de violence, d'une société qui n'a plus de classe dirigeante autonome, qui a perdu sa matrice protestante, qui ne sait plus où elle va, qui décline, et qui provoque un peu partout dans le monde, ou qui envenime partout les conflits. Ça, c'est mon avertissement de citoyen. Emmanuel Todd, citoyen du monde, citoyen français, vous avez un rapport aussi à la pratique du pouvoir. Vous dites d'ailleurs de la Russie qu'elle est aujourd'hui une forme de démocratie autoritaire. Démocratie parce que malgré tout, dites-vous, le peuple russe ne s'est pas vu imposer Vladimir Poutine, mais l'a choisi, même s'il a en effet une pratique du pouvoir autoritaire. J'ai quand même envie de vous interroger sur la pratique du pouvoir d'un Emmanuel Macron aujourd'hui, la question aussi du manque de majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rapport à la politique qui, quand même, crée un collectif? Vous parlez, finalement, ce que votre vision du monde, est-ce qu'elle s'applique aussi à la France? C'est-à-dire une société extrêmement divisée et dans laquelle il y a une difficulté à trouver un sens commun. Oui, alors la France, honnêtement, la France dans le livre, c'est moi. Dans le livre, non, mais vous... La France dans le livre, c'est moi, puisqu'il a été écrit par un Français. Vous estimiez, en 2022, je vais le préciser, vous estimiez que le rapport d'Emmanuel Macron aux Français, c'était notamment au moment de la loi sur les retraites, vous avez dit d'Emmanuel Macron qu'il avait un rapport aux Français qui était celui d'un enfant excité qui teste les limites avec un adulte et attend que celui-ci l'arrête. Oui, mais ça resterait vrai, mais c'est pas le sujet. Vous voyez, pour moi, ce qui est important, c'est le passage du stade de la démocratie libérale à l'oligarchie libérale. C'est quoi l'oligarchie libérale? L'oligarchie libérale, c'est un système... Alors je sais que quand les gens parlent de la guerre en automatique sans réfléchir, ils emploient les mots... C'est la démocratie. On entend énormément parler de la guerre, non seulement aux frontières, mais même dans la pratique du pouvoir. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il nomme Gabriel Attal, il dit c'est un Premier ministre de réarmement. Oui, mais ça, c'est des mots. En fait, ce qui caractérise le système français actuellement, c'est une impuissance totale. Et quand on fait de la géopolitique, ça me gêne de le dire. Moi, je lis les géopoliticiens américains. Impuissance totale. Mais je veux dire, la France n'existe pas. La France n'existe pas. Je veux dire, elle n'existe pas parce qu'elle est maintenant alignée sur les États-Unis, elle est prise, elle est contrôlée par l'OTAN, les hommes... Je dis très bien comment la classe politique oligarchique européenne, qui a semblé s'émanciper,
doit être surveillé de très près par la NSA américaine. Donc voilà, mais Emmanuel, vous dites l'Allemagne a deux problèmes majeurs. Mais non, mais moi je fais de la géopolitique. Oui, mais et ce qui m'intéresse, c'est l'Allemagne. Vous dites justement que l'Allemagne, mais enfin moi je m'en fous pas de la France. Et en l'occurrence, vous dites Emmanuel, et vous vous en êtes longtemps pas foutu de la France, faut être honnête. L'Allemagne s'en sort mieux que nous, dites-vous. L'Angleterre va encore plus mal en termes de. Et vos critères sont la stabilité économique, industrielle, démographique. Vous dites de la France qu'elle a deux problèmes majeurs la désindustrialisation et la chute du niveau de vie liée à l'inflation. Sauf que vous êtes aussi démographe, et c'est là que moi je ne comprends plus, parce que je pensais l'Allemagne vieillissante. Je pensais que les Allemands n'avaient plus d'enfants. Mais j'étudie dans le détail l'espèce de dynamique assez étrange de la société allemande, que je définis comme une société machine, qui n'a plus d'objectif réel, mais qui continue de produire de la puissance économique, et dont la population devrait diminuer à cause d'une fécondité très basse depuis longtemps, qui d'ailleurs est la même que la fécondité russe, en fait, 1,5 enfants par femme, mais qui compense et au-delà cette crise démographique par un appel de main-d'œuvre immigrée qui, semble-t-il, est assez facilement intégré parce que le taux de chômage est très bas et parce que l'Allemagne a réussi à produire son industrie. Et c'est important en géopolitique parce que l'une des obsessions des Américains, c'est d'empêcher, depuis le début, je pense que c'est ça les véritables objectifs stratégique des Américains, c'est empêcher la coopération de l'Allemagne et la Russie. Au stade actuel, un rapprochement Allemagne-Russie, c'est la terreur des géopoliticiens américains. Mais ça va rater, parce que la guerre va finir par cesser. Si je vous comprends bien, la Russie va finir par gagner. Mais c'est pas la Russie qui gagne, c'est l'Occident qui perd, et c'est la réalité qui va gagner. La réalité, c'est que on n'est pas à l'époque de la guerre de 14. À l'époque de la guerre de 14, ou à la veille de la guerre de 14, on était dans un monde de nations en expansion démographique. La puissance économique, industrielle et militaire jaillissait de partout, et tout le monde avait peur que son voisin soit plus rapide dans la croissance. Donc les Français avaient peur des Allemands, les Anglais avaient peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes. Il y avait des ressources démographiques inépuisables, et ça a permis d'entretenir deux guerres mondiales. Mais maintenant, ce qui caractérise le monde avancé, c'est le déficit démographique. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, au sortir de cette guerre, on s'apercevra qu'on est dans un monde de puissance faible, avec des populations déclinantes, et un monde qui ne se fera plus la guerre. Et donc le monde d'après, on nous promet une Russie sous domination russe. Pas du tout. Une Ukraine sous domination russe, un monde sous Ukraine. Sous domination russe. Et de toute façon, ce que je voulais dire, c'était une Europe sous domination. Donc j'étais à deux pas de la vérité linguistique. Mais pas du tout. Ce qu'on aura après, c'est-à-dire qu'une fois que, alors là, je le dis franchement, honnêtement, que les États-Unis auront accepté de se retirer de leur empire, de l'Eurasie, de toutes ces régions où ils entretiennent les conflits. J'ai fait un post-script au livre pour dire qu'ils ont aussi contribué à envenimer la situation à Gaza dans des proportions considérables. Il y a à Washington une préférence, j'analyse en détail, je fais une sorte d'anthropologie de la classe dirigeante américaine, des géopoliticiens américains, une classe qui est vide de morale, est à zéro de la moralité, de la religion, etc. Ne reste qu'une préférence pour l'argent et la guerre, et une sorte de jouissance à mettre le désordre en Eurasie. Et au contraire de ce que tout le monde pense, on se dit, qu'allons-nous devenir quand les États-Unis ne nous protégeront plus? Mais vous dites, il ne se passera rien. Mais pas du tout. On sera en paix. Oui. On sera en paix. Mais la meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition des États-Unis. En fait, les États-Unis sont en quelque sorte sont belliqueux, au fond, sont belliqueux. C'est ce que j'appelle nihilisme, c'est le concept central du livre. C'est-à-dire que vous n'avez plus de religion, vous avez un état zéro des croyances, mais l'homme reste l'homme, il est angoissé, il n'y a plus rien, et tout ce que vous obtenez, c'est une déification du rien, et ça s'appelle le nihilisme. L'un de vos indices, c'est donc toujours cette question aussi de la démographie, du nombre d'enfants par femme. Vous le disiez, 1,8 en France, 1,5. Non, on est déjà en dessous d'1,8. On est à 1,6, c'est fini. On était à 2,1, il y a encore peu de temps, ça va très vite. Oui, mais on descend parce que les jeunes... Autrefois, la démographie française était protégée par un statut assez élevé des femmes qui leur permettait de faire des études, de travailler et d'avoir des enfants. Mais actuellement, les conditions
je dirais, de travail et d'existence deviennent tellement difficiles pour les jeunes générations qu'ils n'y arrivent plus. On pourrait dire la même chose du monde anglo-américain. C'est la question de l'inflation, c'est la question des salaires. Voilà, et donc les pays qui résistaient, c'est-à-dire les pays scandinaves, les pays, la France, les pays anglo-américains où le statut de la femme était assez élevé, maintenant sont tous tombés à des fécondités de 1,6 enfants par femme. Donc au moment où on se parle, le chiffre d'1,8 est déjà largement gonflé. Ça n'est pas l'Occident. Je souligne, en fait, dans le livre, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a aucune idéalisation du système russe. J'explique bien que l'orthodoxie russe est qu'un concept agité par Poutine, mais que ça n'a pas de réalité. Je dis bien que la Russie souffre à sa manière du même individualisme que la France. Et c'est pour ça que Poutine veut préserver la société civile, etc. La Chine, elle, est à 1,3 de fécondité. Il y a un problème qui est commun à l'ensemble du monde développé. Et cette chute, elle est globale. La défaite de l'Occident. Partagez avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à cette vidéo d'introduction là qui vient de passer et qui nous propose en fait plusieurs informations utiles que les médias occidentaux ne partagent pas toujours. Donc, faites-nous parvenir vos avis et impressions dans la section des commentaires pour qu'on puisse en débattre de l'autre côté. Maintenant, on va poursuivre la vidéo dans cette deuxième partie là. On va faire un bref résumé des actualités que vous auriez pu manquer qui se sont déroulées essentiellement dans le Sahel, puisque la géopolitique au Sahel intéresse beaucoup de personnes. Et merci également à vous de continuer à suivre cette chaîne YouTube et à vous abonner toujours autant. On commence tout de suite avec la toute première actualité et on est au Niger où 9 assaillants neutralisés et 31 arrêtés dans la région de Tillabéri. L'actualité poursuit, on dit tout simplement que les forces de défense et de sécurité nigériennes ont mené une opération fructueuse dans la région de Tillabéri, neutralisant 9 assaillants et arrêtant 31 autres individus. Cette action coup d'éclat s'est déroulée jeudi dernier dans le secteur du village de Nabolé, une zone en proie à l'insécurité croissante ces derniers mois. Le jeudi, c'était le 20, voilà, c'était le 20 juin. Donc, selon les bulletins d'information de l'armée, les FDS ont été confrontés à des tirs nourris d'assaillants embusqués lors d'une mission de contrôle de zone. La riposte des forces de sécurité a permis de neutraliser ces assaillants-là et d'en interpeller certains. Heureusement, aucune perte n'a été déplorée dans les rangs des FDS. Ils sont à applaudir. Franchement, ils sont à applaudir. Deuxième actualité, et on est toujours au Niger, où des auteurs présumés ont été identifiés, ceux qui ont commis un sabotage sur l'oléoduc Niger-Bénin. Les autorités nigériennes ont ouvert une enquête pour sabotage après une attaque survenue sur le tronçon de l'oléoduc reliant le Niger au Bénin. Selon le gouverneur de la région de Zinder, le colonel Issoufou Labo, des informations et des preuves ont déjà été collectées sur les auteurs présumés et toutes les personnes impliquées seront arrêtées et condamnées en fonction de leur délit. Troisième actualité, on est au Mali où un projet de déstabilisation de la transition a été découvert. Les services de sécurité maliens ont déjoué un plan visant à déstabiliser la transition en cours dans le pays. Jeudi après-midi, c'est-à-dire ce 20 juin, une réunion clandestine a été organisée au domicile de l'ancien ministre Moustapha Diko à Bako Djikoroni. Assis. Lors de cette réunion, les participants, tous des leaders politiques signataires de la déclaration du 31 mars, ont été arrêtés par la gendarmerie nationale. Des fouilles ont permis de découvrir en possession des participants un projet de plan d'action en 5 pages visant à mobiliser la population pour un retour à l'ordre constitutionnel. Retour à l'ordre constitutionnel qui vous arrange vous et qui n'arrange pas en fait les intérêts du pays. Ce plan comportait des objectifs précis et reconnaissait la suspension des activités politiques, un projet de statut et règlement intérieur en 3 pages de leur mouvement dénommé A31. Alliance du 31 mars a également été saisie. Les leaders politiques arrêtés sont les suivants. Je vous laisse lire leur nom. Il y en a un bon nombre. Ok.
On nous dit également qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire. Contrairement aux rumeurs qui circulaient, il ne s'agissait nullement d'une présentation de vœux. Prochaine actualité, on est encore au Niger où les autorités nigériennes ont retiré le permis d'exploitation d'une grande mine d'uranium à Orano. Waouh! Ok. Le gouvernement nigérien a retiré le permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraren à la société française Orano, a-t-elle annoncé ce jeudi. Franchement, les choses qui se sont passées le jeudi fin juin, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui sont en train de changer un peu la donne en fait. Figurez-vous qu'il y avait quelques années, quelle autorité nigérienne pouvait s'aventurer à mettre en jeu les intérêts de cette société française là, sans pour autant risquer sa peau ou risquer sa place. Il n'y en avait pas. On prie vivement les autorités nigériennes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en fait de se faire surprendre par une quelconque situation de déstabilisation. Parce que ça va être chaud. Mais on croit en eux quand même. On espère qu'ils prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter de se faire surprendre. Prochaine actualité, on est au Burkina Faso, où le gouvernement dément les allégations du RFI sur l'arrivée de renforts maliens et russes. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview, c'est pas une interview, l'échange du capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il s'est rendu auprès des journalistes. Je l'ai partagé dans la vidéo, peut-être que sur la chaîne plutôt, je vais mettre le lien de la vidéo ici pour que vous puissiez le suivre également. Il a expliqué clairement les raisons pour lesquelles ils ont laissé en fait ces rumeurs-là circuler. Donc, le ministre d'État de la communication et porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a formellement démenti les informations diffusées par Radio France Internationale selon lesquelles les militaires maliens et des paramilitaires russes seraient venus renforcer l'armée burkinabé. Selon Ouedraogo, ces allégations font partie d'une campagne de désinformation visant à ternir l'image du Burkina Faso et à discréditer les efforts des autorités pour rétablir la sécurité dans le pays. Actualité suivante, et comme je vous le disais, j'allais vous mettre la vidéo en fait qui explique clairement les raisons pour lesquelles les autorités burkinabées ont laissé ces différentes rumeurs circuler, etc. Donc, on apprend que TV5 Monde a été suspendu pour 6 mois au Burkina Faso. Et ce média écope d'une amende de 50 millions de francs CFA. Je pense que c'est trop peu. On devait peut-être lui mettre 50 millions d'euros pour l'empêcher de poursuivre en fait cette activité dans le pays. Enfin, s'il n'arrive pas à payer. Donc, la chaîne de télévision française TV5 Monde a été suspendue pour 6 mois au Burkina Faso et condamnée à une amende de 50 millions de francs CFA par le Conseil supérieur de la communication. Cette décision fait suite à la diffusion de propos tendancieux frisant la désinformation sur la chaîne. La suspension concerne la chaîne TV5 Afrique, TV5 Monde Afrique et prend effet à partir du 19 juin 2024, un peu avant le 20 juin. Cette période-là, ça a été chaud pour plusieurs sociétés françaises quand même, au Sahel. Le CSC reproche à la chaîne notamment la diffusion d'un reportage du journaliste Newton Ahmed Barry qui aurait relayé des rumeurs de mutinerie au sein de l'armée burkinabé. Le 28 avril dernier, TV5 Monde avait déjà été suspendu de diffusion pour 2 semaines pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé des actions contre des civils. Bon, peut-être que pour la prochaine fois, lorsque un média occidental fera de la désinformation, on va tout simplement lui poser une amende de 50 millions d'euros ou de 100 millions d'euros. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous partager vos avis et impressions par rapport à
la vidéo d'introduction, ensuite par rapport aux différentes actualités que je viens de vous partager. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.